Je dis à n'a pas avec auditeurs et auditrices la chute de l'ESCO le 11 janvier 1946 et les élections de 1946. D'abord la chute de l'ESCO. Pour bien comprendre ce fait historique et politique, nous allons essayer d'étudier le contexte dans lequel l'ESCO a perdu du pouvoir. Nos émissions précédentes déroulent le contexte international qui était dominé par grand débat d'idées qu'a fait dans le monde entre le libéralisme et le communisme. En deux pays en Haïti, on a dit une crise économique et sociale qui accompagne également d'une crise socio-politique. C'est deux réalités qui pourraient provoquer la chute de l'ESCO. D'abord, la crise économique et sociale. Nous notons que il y a un bagage les marchés noirs qui a prédominé en Haïti sous l'ESCO. Qui est marché noir là? C'est là que il y a une rareté de produits qui ont provoqué, mais sont rareté artificielle, qui permettent quelques monde bénéficier de ça au détriment du reste de la population. Il faut nous dire donc que pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, grand pile bateau de commerce étrangers qui n'est pas capable de rentrer en Haïti. Et qui ça va où? Ça va où on rareté de produits importés, rareté de produits, s'il vous plaît, qui sont des produits de première nécessité. On a parlé de biens comme savon, l'huile, mantègue, etc. Il y a une série de monde que nous avons des spéculateurs, membres de la bourgeoisie, qui sont des amis proches de l'ESCO, c'est du pouvoir exécutif. Ils pratiquent le marché noir là. Qu'est-ce que ça fait? Les marchandises entrées, ils stockent les. Ils mettent dans le dépôt. Et puis, ils vendent partie crasse. Ils vendent à compte-goutte, à prix fort. C'est ça que en français, on pratique inflationniste. C'est-à-dire qui fait produit une plus cher, qui fait que la population est très affectée. En plus de ça, nous avons dit une baisse de la production agricole dans le pays. C'est ça qui fait ça. Étant donné que l'ESCO, dans le cadre de connivence avec Chada, te mettez un paquet de carreaux de terre à la disposition de la Chada. Compagnie soi-disant haïtiano-américaine. Terre ça yo, yo te baye Chada yo. Terre ça yo vin pas capable d'en faire production agricole encore, pas capable de faire manger. C'est-à-dire produits patates, bananes, pois, maïs, etc. Du riz. Bah, ça fait que prix produits ça yo, qui sont des produits de consommation courante, c'est-à-dire produits que le peuple a mangé chaque jour, prix ça vient augmenter en pile. Ça vient faire que phénomène de la vie chère vient augmenter et ça peut provoquer le mécontentement de la grande majorité de la population, petit peuple là, petit peuple des campagnes et des villes. En plus de couches populaires, ou bien on parti dans la bourgeoisie locale qui pas d'accord avec politique l'ESCO qui favorisait on s'était emmené qui bayo monopole pour commander un série de produits
alors que eux-mêmes, pas capables de commander. Il y a un monde qui a bénéficié de politique Lescosa, c'était un membre de la bourgeoisie qui est Oswald Brandt, qui était dominé du marché du coton, du savon et de l'huile végétale en Haïti. Alors, on comprend que yo pas d'accord avec favoritisme Lesco en faveur de M. Sarr. Un segment mon de pays qui sont des vaudouisants, ils en pile, puis faut haïtiens, ils sont mécontents contre Lesco qui appuyait en politique menée par le clergé catholique à l'époque contre les vaudouisants. Qui ça, politique ça il consistait à pousser le peuple haïtien, surtout ce peuple-là, pour pratiquer un catholique sans mélange. En français, qui pourrait pratiquer l'orthodoxie catholique. Ça veut dire, si c'est catholique ou c'est catholique, ou pas qu'à mélanger avec vaudou. Or, il se trouve que le passé historique nous fait que nous avons deux religions qui étaient rencontrées, religion catholique avec religion vaudou qui sont en Afrique là, qui deviennent un phénomène, c'est le phénomène syncrétisme religieux. C'est-à-dire haïtien lui-même, avec la meilleure foi, la prière, bon Dieu, la prière, la Sainte Vierge, mais avec même foi ça, les dans Ougan, les dans Ougou, les dans Maître Cézuli, etc. Donc, haïtien n'est pas ni catholique, ni vaudouisant, ils sont mélangés des deux. Et voilà que l'Église catholique déclenche une campagne, les campagnes rejetées, pour faire que tout vaudouisant converti en catholique pur. Dans ça, pour rappeler, on chantait, quelques couplets ont chanté, que ils ont fait petit peuple à chanter, petit peuple catholique là, n'ont pas servi loi encore. Non, Monseigneur, n'ont pas fait ça encore. Satan allait dans l'enfer. Faut dire que dans bien ça, l'ambiance d'intolérance religieuse, eh bien, siège côté culte vaudois, c'est-à-dire que c'est un fort, ils détruit. L'armée ou du gouvernemental utilise la force pour détruire brutalement, ils incendient. Certains vestiges archéologiques, pièces anciennes, qui dataient de la période amérindienne, c'est-à-dire période avant même Christophe Colomb était venu dans le pays. Qu'on joigne quand vaudouisant, eh bien, ils prennent pièces ça, ils exportent en Europe. Dans le cadre de campagne, rejeter ça. Donc, on peut dire que sur le plan économique et social, l'ESCO est très mal vu par la population. Maintenant, crise économique et sociale, ça a doublé donc crise sociopolitique. Quels sont les faits, nous avons comme exemple de cette crise sociopolitique? Dans l'armée d'Haïti, il y a un gros, sont arrivés les mâchoires gonflées. Ça, nous apprenons, ça l'histoire apprend, non? En 1943, il y a un complot qui montait à l'intérieur de l'armée par des militaires et les gens qui devant eux, ce sont des caporaux et des sergents qui sont mécontents parce qu'ils n'ont pas touché bien et ensuite a fait préjudice de couleur là qui prévalait dans les institutions militaires. Il y a un intellectuel haïtien qui est le Julio Jean-Pierre Audin qui écrit un livre Les ombres d'une politique néfaste. Dans le livre, ça a écrit des soldats compromis dans une conspiration militaire furent noyés à Lamentin
par les chefs responsables, invisibles, afin de maintenir le silence et le mystère sur la conspiration. Donc, il y a un complot qu'a fait, c'est que il y a un mécontentement. L'autre élément qu'a cité encore, c'est répression politique qu'a fait contre des étudiants, contre certaines personnalités qui osaient critiquer le gouvernement. Ils mettent en prison de manière arbitraire. On a d'ailleurs relé Alphonse Henriquez, au monde nord-ouest. Qui sont reprochés? Ils ont distribué tracts, c'est-à-dire feuilles papier, contre le gouvernement. Dans la même époque, ça tout. Il faut nous dire en violation de la Constitution, qui était interdit la peine de mort, le gouvernement Vincent, le gouvernement d'Escora, ordonné l'exécution physique des citoyens Max Audin et Excellent Desrosiers, alors que la Constitution interdit la peine de mort. Face à la situation, ça, ou parlez en 1944, on bagaille qui parle fait, très grave, c'est que l'ESCO parle fermé une série de journal, La Nation, qui était regroupé des socialistes, il fermait ça carrément. Il fermait et un journal que le professeur Daniel Fiolet était animé, qui est Les Chantiers, il fermait ça. Gagné des groupes clandestins qui commençaient à former dans l'opposition pour protester, pour goumer contre l'ESCO. Et que ça a exigé l'élargissement, c'est-à-dire la mise en liberté des journalistes que le gouvernement a révoqués, la mise en liberté des jeunes qui ont été appréhendés arbitrairement par le gouvernement. Tout cela pour dire que les que nous avons avancé dans l'année 1945 là, le gouvernement pour accentuer la politique répressive contre la presse. En effet, l'ESCO manifestait colère contre la presse parce que le journal Nouvelliste, dans un article qu'il publié le 24 octobre 1945, il pose une question. Il dit qui n'a pas modifié la Constitution conformément à sa Nations Unies bandée, non. Parce qu'il faut connaître que Haïti est membre fondateur des Nations Unies en 1945. Or, dans chaque Nations Unies, il fait exigence à tous les pays membres de l'ONU pour adapter la Constitution à ça qui est dans chaque Nations Unies. Parce que nous on y pose des questions, qui le gouvernement haïtien n'a pas adapté la Constitution à ça l'ONU mandé, l'ESCO fâché, li menacé et pour lui sévir concrètement et pour sévir brutalement contre les journalistes. En effet, le gouvernement, il déclarait, le gouvernement chargé
de la défense de la Constitution et de l'exécution des lois, des lois et décrets-lois, avisé formellement qu'il est décidé faire appliquer, faire appréhender et jeter en prison tout individu qui prend le risque à entretenir de pareilles manœuvres qui ne tendent qu'à troubler l'ordre public. Et, en l'espèce, les propriétaires, directeurs et gérants de journaux et périodiques seront solidairement responsables. Alors, vous comprenez que la presse, parce que nous posons une question, qui le gouvernement va adapter la Constitution à la Charte des Nations Unies, toute menace ça, les fait au pendier sous tête journaliste. Faut nous parler tout de un climat d'effervescence qui parle d'effervescence intellectuelle qui en deux pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les idées libérales propagées par les puissances occidentales, ainsi que les idées communistes propagées par l'URSS, qui ont manifesté en Haïti. Une prolifération d'associations de jeunes qui a créé des groupes culturels qui débattent des problèmes du pays, des changements de régime qui se produisent dans le monde. Parole ça n'a pas fait gouvernement plaisir du tout. Faut nous dire que il y a des aînés qui rejoignent dans les lycées, qui rejoignent à la faculté de droit et d'autres facultés, où il y a des cercles d'études tout qui constitués. C'est là qu'ils des noms, comme des mondes comme professeur Émile Saint-Lô, comme docteur René Salomon. Monsayo, il a propagé des idées qui contribuaient à éclairer la jeunesse là. Dans bien ça, il y a des étrangers qui sont en France, des intellectuels qui, de concert avec collègues en Haïti, qui viennent prononcer des conférences. Une là-dedans, c'était mon lieutenant André Breton, qui est un des maîtres à penser d'un courant intellectuel qu'on appelle le surréalisme. Il vient prononcer une conférence et puis il montrer que il ne faut rien accepter comme tabou. Il faut tout critiquer. Toute bagaille que y a baou qu'on peut entrer dans la tête, sans discussion, pas faite pour accepter. Idée André Breton ça, parole André Breton ça, entrer dans l'âme jeunesse là. Donc, on a dit, son bagaille, en plus, qui pourra développer l'esprit de contestation en deux pays. L'autre bagaille très importante dans le signaler dans la crise sociopolitique là, c'est que Vincent pourra perdre l'appui, et pas Vincent, non, l'ESCO va perdre l'appui de ses alliés traditionnels. Un gros allié que l'ESCO a gagné, c'était la République dominicaine à travers Trujillo. En 1945,
tout à travers l'ambassade en Haïti, fait circuler une lettre confidentielle que en 1943, il était envoyé par l'ESCO. Lettre ça, l'arrivée de l'opinion publique en Haïti, il a un effet d'une bombe dévastatrice contre l'ESCO. En effet, lettre ça, m'a signalé dans qui côté mon cas joindre et pour mon qui était à l'histoire, aller dans le livre que le professeur Westin Manuel écrit, Haïti au XXe siècle, c'est-à-dire c'est Domingo devient Haïti. Côté lettre que Trujillo t'a envoyé par l'ESCO. Lettre ça, du point de vue historique et politique, est très importante parce que dans lettre ça, Trujillo adressé des reproches graves à l'ESCO. Qui s'est dit dans lettre ça? Premièrement, il rappelait l'ESCO toute belle épithète que l'ESCO a employé vis-à-vis de lui-même, que l'ESCO a traité comme frère, comme grand ami, et il citait une série de services que le terrain de l'ESCO, côté, le principal service de l'ESCO, c'est que l'ESCO pas oublié l'autre ambassadeur de la Caïman, République dominicaine, le gouvernement ici était bon l'argent pour acheter des armes. Pour lui, 31 000 $, l'argent ça, il était passé dans mes mains. Et quand il y a le gouvernement ici pour rembourser l'argent, c'est moi-même où tu écrit, où tu voyais côté moi pour me faire l'argent, pour remettre l'argent, pour remettre comme ça, les Haïtiens, pour ça, pâté, pour pas ta ville. Et puis il dit, monsieur, pas oublier tout, l'heure que ou de Washington comme ambassadeur, l'homme je vais dans le président d'Haïti, ou dit, pour président, ou pas compter sur Américain. C'est sur moi-même ou compter. Ou dit, moi, fait tout ça, je capable pour me forcer Vincent, bon pouvoir. Ou t'es même suggéré, moi, pour que m'utiliser Calix, ancien commandant militaire haïtien, qui vivent la caillou, qui vivent la caille, moi, pour que mal fait monsieur fait démonstration sous frontière là, comme s'il voulait envahir Haïti. Son façon pour paniquer Vincent, pour faire Vincent remettre pouvoir. Alors, comprenez bien, on l'aide comme ça. C'est qui paraît en 1945, côté Vincent, côté l'ESCO est très décrié. À partir de ce moment, l'État n'a pas servi monsieur du tout. Hein? Tout le monde considérer que c'est un grand lié pour le pays. Que le monde qui est chef d'État, Haïti, est capable de poser des actes de vagabondage aussi graves pour prestige pays. Donc l'opposition parle, prend quelque chose en main, il peut le servir avec lui pour démanteler l'ESCO auprès de l'opinion publique pour montrer que un homme comme ça n'est pas fait pour être dans tête pays. Ensuite, on peut avoir l'autre allié que l'ESCO peut perdre du tout, l'ESCO peut perdre les États-Unis d'Amérique comme alliés. En effet, dans fin 1945, l'ambassade américaine fait circuler une lettre à Port-au-Prince et c'est ça considéré comme une prise de position contre le despotisme de l'ESCO. Parce que dans la lettre ça, je mettais là-dedans un extrait, une partie de la Constitution des États-Unis, qui
qui dit qu'un peuple qui a souffert, qui a crasé isolé, le peuple a le droit de faire la révolution. Dans le contexte que ça arrivé en Haïti, eh bien, il n'est pas servi l'ESCO du tout. Parce que tout le monde comprend que les Américains veulent dire que le peuple haïtien soulevé contre l'ESCO n'ont pas besoin d'accord. Alors, à partir de toute ambiance ça que nous montrons, la crise économique et sociale, crise sociopolitique là, qu'on y a, on va dire, le pays marche vers la fin du régime de l'ESCO. Nous allons étudier là les derniers moments du régime de l'ESCO. Ça veut dire décembre 1945 à 11 janvier 1946. Premier fait un peu d'accent sur lui, c'est l'action de la ruche. 7 décembre 1945, c'est la parution de la ruche en revue qui est animée par une équipe de jeunes intellectuels. La ruche là, son revue que lié, le monde qui a dirigé lui, c'est Théodore Becker et René Despestre. Et ils se sont signalés, ces jeunes-là, on va parler de Becker, Despestre et l'autre ami, ils se sont signalés au départ par leur caractère contestataire. Ce sont des jeunes qui ne se résignent pas, qui ne pas couper tête, qui dit ça que là, ils pas vle. En effet, jeunes Sayo, il a écrit des articles avec enthousiasme sur les problèmes structurels du pays, problèmes économiques, sociaux, préjugés, etc. Il a commenté également la conjoncture internationale. Ça, le gouvernement n'a pas aimé ça du tout. 1er janvier 1946, il y a un gros bagage qui est passé. La revue, La Ruche, présentait un éditorial. Qui sont l'éditorial dans le journal? C'est parti dans le journal là, côté, équipe dirigeante là, by point de vue journal. L'éditorial là, qui ça l'a donné? Des vœux à la nation, des vœux au peuple haïtien et un calendrier de souhaits. Bien entendu, des souhaits politiques pour le nouvel an, puisque nous sommes au 1er janvier. Qui ça veut dire dans l'éditorial là? Janvier sera le mois de la justice en Haïti. Février sera le mois de la liberté. Et ainsi de suite. En plus de ça, il dit, en 1946 là, sera la fin de la dictature. Il écrit très clairement, une nouvelle aventure de l'homme commence. Une aventure de justice et d'amour. Que 1946 voit le triomphe de la démocratie réelle sur toutes les formes d'oppression fasciste. Fasciste, tu as dit, dictatorial, macoute. Le gouvernement réagit brutalement, fermement. Comment on réagit brutalement? C'est que 2 janvier, nous pouvons communiquer, il interdit la publication de la ruche, Becker comme directeur général et René Despestre comme rédacteur en chef, ils ont arrêté sans mandat
et ou jeté en prison. Sortant de là, jeunes yo en dans pays à mandat rouyo, yo fâché. Yo dit pour faire une grève générale pour être capable porter le gouvernement relâcher Becker et Dépès. Le gouvernement parle dans des raisons, ça fait que jeunes pourront passer à l'action. Ainsi, à partir du 7 janvier, situation pour le gâter. 7 janvier 1946, une grève des écoles qui va déclencher, bien du lycée et université. Jeunes lycée Pétion prennent les rues, ils descendent dans Saint-Gonzague, ils rencontrent dans toute la rue, ils ont dit vive les 4 libertés à Balisco. Les manifestants sont matraqués par la police. La police ouvre le bâton sur eux. Là, ils arrêté. Dans l'après-midi du même jour, le gouvernement prend un communiqué que diffusé par la voix des ondes et dans le communiqué, ça le dit. Ce matin, des jeunes gens ont cru bon de sortir dans les rues pour manifester contre la fermeture du journal révolutionnaire La Ruche. La police, d'ordre du gouvernement, a accordé la protection nécessaire aux jeunes manifestants contre cette décision. La répétition de ces faits pouvant entraîner des conséquences fâcheuses pour l'ordre public, le gouvernement a décidé de les interdire. Les pères et mères de famille sont invités à recommander à leurs enfants de ne plus participer à de pareilles manifestations. Alors, le gouvernement ajoute que des mesures adéquates seront prises. Donc, nous, le 7 janvier, il y a une grève qui est déclenchée. Le gouvernement matraqué si moun dans la rue, jeunes dans la rue, et dans l'après-midi, il faut un communiqué côté les menacer famille Timounio pour demander pour prendre des mesures pour garder Timounio la caillou. 8 janvier, grève la continué. Et fois ça beaucoup plus grave, c'est pas seulement élèves de l'école, c'est pas seulement étudiants, les fonctionnaires publics et des employés du commerce, chita la caillou, ils pas le travail. Certains organes de presse, tels le Matin, Haïti Journal, appuient la grève. Par exemple, Haïti Journal, publié un communiqué du Parti démocratique populaire de la jeunesse haïtienne, PDPA, PDPJH, qui exprimait les 4 revendications suivantes. Première revendication, les 4 libertés, l'application de la charte de l'ONU, la mise en liberté des prisonniers politiques et appel à tous les Haïtiens pour combattre le gouvernement. Je demande tout. Des élections législatives dans le plus bref délai. Troisièmement, la réintégration
dans leurs droits de tous les journaux suspendus. 4. La ratification de l'existence du parti. Le gouvernement refuse, mes chers amis, tout dialogue et menace de recourir à une répression ferme. Donc, population une pied excitée. 9 janvier 1946, manifestation qu'on y a, prend province pour lui. Il y a de côté les rivets en province, dans la zone au Cap, Gonaïve, Jérémy. À Port-au-Prince, gros joueur de André Jean, qui est assassiné. Face à tout le le gouvernement réagit par la loi martiale. Il prend la loi martiale. Il couvre-feu. C'est-à-dire, l'obliger le monde à partir de ce moment pour entrer la caillou, pas dans la rue. L'armée, on doit tirer sur eux à bout portant. Ça n'a pas aucun résultat. Le peuple là, pied en colère. 10 janvier 1946, l'ESCO pour le faire manœuvre politique pour essayer de calmer la situation et créer le pouvoir. Qui mesure le prend? Il a obtenu la démission du cabinet ministériel, c'est-à-dire envoyé le cabinet ministériel là. Il fait appel à Émile Saint-Lô, un intellectuel noir, des classes moyennes qui était rempli le prestige. Il dit, monsieur Saint-Lô, nommé au ministre de l'Intérieur et une responsabilité pour former le gouvernement, pour former un nouveau cabinet ministériel avec Moun Grovelé. Les journées, envoyé journée en fini, Vincent et l'ESCO, ouais, c'est l'eau qui est venu, qui dit, mon cher président, tout le monde contacté qui vous a ministre, il n'a pas voulu. Donc, première manœuvre, l'ESCO ça a échoué. Monsieur, pour aller faire appel à un autre intellectuel, à une autre personnalité marquante, qui, dans l'aile mulâtre de l'opposition. Résultat, échec encore. Rigaud répondit, président, trop tard. La nation réclame la démission de l'ESCO. Et ça, nous avons 11 janvier, la matinée du 11 janvier. Et bien, c'est comme ça va déboulé, que dans l'après-midi, l'armée va intervenir dans la crise, il va intervenir sur la scène politique. En effet, à 4 heures de l'après-midi, le colonel Franck Lavaux, chef d'état-major de l'armée, pour émettre un communiqué pour l'annoncer la destitution du président qui est gardé en résidence surveillée en sa résidence privée et du même coup l'annoncer la formation de conseil exécutif militaire, CEM. Ce comité, il y a 3 membres là-dedans, Franck Lavaux, colonel, Antoine Nevel, major, Paul-Eugène Magloire, major. Ce comité est chargé des obligations de l'État. En d'autres termes, son gouvernement, un gouvernement militaire qui prend le pouvoir là. Et dans le même communiqué, ça tout, colonel Lavaux précisait que le gouvernement ça la paix, un programme, un agenda qui est 3 points là-dedans. Quels sont ces points? Ramener la paix dans le pays,
Deuxième point, organiser les élections. Troisième point, remettre le pouvoir au président qui aura été élu librement. Et, vous parlerez, après le fin des net, quand le 14 janvier, le président Lescaut est envoyé en exil au Canada. Kounia, que nous filmons la chute de Lescaut et son départ, est-ce que crise là finit pour autant? Non, crise n'a pas fini. Nous, crise là, pour rentrer dans l'autre moment, qu'on dit, on va rentrer dans la cause élection. Pas tout de suite, non, mais en bien ça, manœuvre pour le fait, côté, il y a des forces qui pourraient préparer pour les élections. On nous dit, problème qui présente là, ou bien question gouvernement militaire là qui prend pouvoir. Et qui pourra le prédominer. Premier problème qu'il va le poser, c'est que c'est la question de la légitimité du gouvernement militaire. Est-ce que le gouvernement militaire ça là capable au pouvoir parce qu'il n'y a pas M. militaire qui travaille pour la chute de Lescaut. Ce sont des intellectuels, des jeunes, M. Larouchot, différents segments de la société haïtienne. Et pourtant, voilà que c'est M. militaire qui a un pouvoir dans le meilleur. Ou bien monsieur PSPO, qui était à la pointe de la lutte contre Lescaut, il dit qu'il faut que M. militaire remette pouvoir à un gouvernement civil. Son candidat, on présente dans pile manœuvre politique. M. militaire, il a démêlé, tant bien que mal, il a sollicité l'appui des politiciens noirs qui sont groupés au sein d'un Front révolutionnaire haïtien, FRH, dirigé par Émile Saint-Lô. Qui résultat politique ça le bail? 8 février 1986 et 1946, par une grande manifestation populaire qui va organisée par le Front révolutionnaire haïtien pour appuyer la junte. Les slogans lancés sont « Vive la junte, à bas les exploiteurs ». Comprenez? L'un des moments sur les exploiteurs, il a parlé de l'élite mulâtre là, de la bourgeoisie mulâtre de ce pays. Son façon pour contrebalancer l'influence d'une série d'intellectuels mulâtres qui étaient pour une position tout contre Lescaut. Deuxième question, nous pourrons le dire, qui pourra le poser, c'est la question de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Sur le principe d'une nouvelle constitution, il y a un consensus au sein de la classe politique de l'époque. C'est-à-dire, tout le monde d'accord pour laisser tomber la constitution de 1935, qui était là depuis
Vincent, ils considèrent la constitution ça comme une constitution scélérate, c'est-à-dire démocratique. Dans l'opinion publique, l'idée est la suivante, c'est que la révolution de 1946 a exécuté la charte de 1935. C'est ce qui se dit, parce que des gens considéré 46 comme une révolution. Bon, on avait ça puis devant. Maintenant, si tout le monde est d'accord sur la nécessité pour gagner une nouvelle constitution, maintenant, il y a plus de discussion sur les modalités d'élaboration de la nouvelle constitution. Qui gens pour constitution ça fait? Il y a un désaccord au sein de la classe politique. En effet, deux positions s'affrontent sur cette question. Une position qui est favorable à la formation d'une assemblée constituante à mandat unique. Cette thèse est défendue par le journal Le Matin, par Max Udico de La Nation. Et thèse ça dit, nous avons une assemblée constituante pour Wally lui-même, son seul bail pour le faire constitution. Et c'est les constitutions ça a fait une fête qu'on y a, je pas dire non, qui gens pour nous organiser l'État. Donc, les ça pour nous monter parlement, élire président, etc. Ça, son première thèse, c'est lié, clair. C'est-à-dire son assemblée constituante à mandat unique. Cette thèse recommande de prendre le temps nécessaire pour préparer la Constitution, qui est la priorité des priorités. On peut le voir dans l'éditorial que le journal La Ruche là, publié le 9 février 1946. Qui ça dit? Un article qui est intitulé Notre position. Mais qu'est-ce que ça dit? Ce qui importe, et quel que soit le temps que l'on devra mettre à la tâche, c'est de déterminer, avant toute autre démarche, la structure légale de la nouvelle République selon le vœu, les aspirations, les besoins du peuple haïtien. Ce qui importe, c'est de marquer définitivement l'étape révolutionnaire d'une nouvelle régénération politique. La Constitution est la Constitution est l'œuvre première, primordiale, à projection vers l'avenir. Elle ne sera pas contrariée par la nécessité d'aller au plus vite. Donc, nous voyons que tel ça, monsieur révolutionnaire dit, ça qui est important, pour nous réorganiser le pays, il faut nous prendre temps pour nous faire une constitution. Donc, c'est ça nous avons pour nous régler là. Ce n'est pas l'autre bail nous avons pour nous régler. Ou une deuxième position, deuxième position, ça, elle est défendue par des juristes, d'hommes de loi, intellectuels, des hommes politiques tout. Ils même y a prôné l'autre formule. Ils disent c'est pour faire assemblée législative avec pouvoir constituant. Qui ça veut dire? Ils voulaient
normaliser la vie politique là rapidement. Et c'est pour la formule du double mandat. Par exemple, vous avez un intellectuel, le juge Félix Carrier, qui écrit: il s'agit d'organiser les élections législatives en vue de constituer une assemblée nationale constituante qui sera aussi chargée d'élire le gouvernement définitif. Pour ce faire, le gouvernement militaire n'aura qu'à remettre en vigueur la loi électorale de 1930, déjà mise à l'épreuve à la satisfaction de tous. Alors, il faut nous dire, mes chers amis, que au grand bien de débat là, entre deux positions, il y a des gens qui disent on fait une assemblée constituante, qu'après pour le faire, constitution seulement, et qu'on l'autre groupe qui dit en ont élu député, sénateur, ils même y a bien pour faire constitution, et c'est les constitution a fait une fête, et puis il y a bien comme responsabilité tout pour élu président de la République. Bon, faut nous dire pendant tout le mois de janvier, jusqu'à une bonne partie du mois de février, barré ça, AP fait débat, fait discussion. Faut nous dire que un acte politique qui posait là le 8 février, côté de politiciens qui portaient appui au bail jet militaire là. Et en même temps, cette jet militaire était combattue par le courant politique incarné par le PSP, par les socialistes, eux-mêmes, qui étaient contre le jet militaire là, qui étaient dit qu'il n'est pas correct pour que ces messieurs militaires qui ont dirigé, c'est un gouvernement civil qui vous gagne. Donc, puisque le 8 février, monsieur policier noir font manifestation côté porter appui bail gouvernement militaire là, gouvernement militaire là, sent-il une certaine légitimité, de certaine confiance au sein de la population. Donc lui-même, il peut aller profiter de l'ambiance ça, côté pour lui avancer en direction des élections. Parce que déjà qu'on est que politiciens haïtiens, c'est ça surtout qui intéresse eux. Élection, pour être capable d'arriver au pouvoir le plus tôt possible. C'est-à-dire au le 12 février 1946, eh bien, le gouvernement militaire là parle promulguer un décret pour établir le processus et les modalités de rétablir un régime constitutionnel dans le pays. En effet, le gouvernement va convoquer les assemblées primaires pour le 12 mai 1946 à l'effet d'élire les députés, les sénateurs et les conseillers communaux. Les deux chambres réunies en assemblée nationale, parce que nous connaissons depuis les deux chambres réunies, hein, d'après pratique en Haïti, c'est l'Assemblée nationale que le bail. Les deux chambres réunies en Assemblée nationale, et après le gagner pour faire en constitution pour le peuple haïtien et ensuite pour élu le président de la République. D'après l'article 3 de décret ça. Alors, si vous nous faire un commentaire sur décision ça, nous avons dit, tout d'abord, la thèse adoptée par le gouvernement militaire est celle qui postule le double mandat, c'est-à-dire élaborer une constitution et élire un président. C'est ça, la constitution là bien pour le faire. On peut aller la junte militaire, nous sommes capables de dire, dans le commentaire, que la junte militaire, en principe, a respecté son engagement, hein, et puisque il a enclenché
il a enclenché le processus électoral. Mais s'entendez là, tout le monde mettait au pas. Eh bien, et on parle quelques jours après, il va le faire pour un autre décret pour le remettre en vigueur la loi électorale du 4 juillet 1930, c'est-à-dire en apportant certaines modifications jugées nécessaires pour faciliter l'application. On y a comment élection ça pour le dérouler. C'est pas pour ça mais pour l'indépendance. Ça qui peut prédominer pendant la campagne électorale là, c'est que c'est la question de couleur. Vous allez gagner deux camps qui peuvent le faire là. Vous allez avoir le camp des Noirs et le camp des mulâtres. Monsieur politicien noir, classe moyenne noire, il dit que c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir. Parce que question pour mulâtres à diriger le pays depuis longtemps, il n'y a pas là dedans ça. D'accord? Il dit que ce sont eux qui représentent la portion éclairée, la portion consciente de la classe majoritaire, c'est eux qui ont le pouvoir dans le Alors, élection pas le fait. Hein? Dans Boubatar, surtout à Port-au-Prince, c'est dans certaines villes de Port-au-Prince, c'est la question de couleur qui peut dominer. Alors, élection pour le fait en mai 1946, c'est le groupe noir qui va prédominer. Qu'on y a un parlement pour le constituer. Et côté et classe moyenne noire là, il y a quelques mulâtres qui est lu tout, mais classe moyenne noire là, c'est lui-même qui prédomine là-dedans. C'est-à-dire, et du point de vue institutionnel, on a un parlement qui veut nous mettre sur pied. Parlement, remarquez bien, et les scopes pas de faire élection. D'accord? Donc, je dis, bon, la révolution est en marche. Étant donné que le Parlement est constitué. C'est le Parlement ça qui pourra le faire élection en août 1946. D'accord? Une élection pourra le faire sous grande surveillance militaire, sous grande protection militaire. Et c'est ainsi qu'on pourra le question de couleur là qui pourra toujours prédominer. Et moun qui pourra élu président en la circonstance par l'Assemblée nationale, ce sera Dumas estimé. 16 août 1946, monsieur élu président, et même joie, là pour là, d'y prêter serment. Ouais? Donc, nous avons dit que on a crise 1946 là, il est censé venir gagner en baisse de tension là-dedans. Ouais? Et puisque l'était a fait non seulement la chute contre l'ESCO, mais il y a une lutte de pouvoir qui subit, et un secteur qui est arrivé pour pouvoir. Mais dans l'histoire n'a pas pris fait, hein, mais nous dit et que Dumas estimé est devenu président, c'est un des leaders de 1946. Merci, parce que vous n'avez pas abonné à la chaîne ça.